Il avait les passions profondes et concentrées de l'amour et de la patrie. C'est une erreur. Je m'occupe des traductions du français en russe. On ne se dégage pas à volonté des songes. Chateaubriand enchante-t-il toujours aujourd'hui au XXIe siècle? Eh bien oui, il y a toujours des lecteurs et lectrices amoureux de son œuvre, de son style incomparable. Qu'était-il donc, Talma, lui, son siècle et le temps antique? Il avait les passions profondes et concentrées de l'amour et de la patrie. Elles sortaient de son sein par explosion. Il avait l'inspiration funeste, le dérangement de génie de la révolution à travers laquelle il avait passé. Les terribles spectacles dont il fut environné se répétaient dans son talent avec les accents lamentables et lointains des chœurs de Sophocle et d'Euripide. Sa grâce, qui n'était point la grâce convenue, vous saisissait comme le malheur. Lorsque j'ai reçu la proposition de la Société des Amis d'Augustine de faire une lecture d'un morceau de Chateaubriand, je l'ai accepté car les deux noms, celui de Chateaubriand et celui d'Augustine, me sont également chers. Il m'est arrivé de traduire les deux et ma thèse, que j'ai soutenue, hélas, il y a déjà très longtemps, était consacrée à la réception de Chateaubriand dans les lettres russes du XIXe siècle. J'étais accablée d'une surabondance de vie. Quelquefois, je rougissais subitement, et je sentais couler dans mon cœur comme des ruisseaux d'une lave ardente. Quelquefois, je poussais des cris involontaires, et la nuit était également troublée de mes songes et de mes rêves. Il me manquait quelque chose pour remplir l'abîme de mon existence. Je descendais dans la vallée, je m'élevais sur la montagne, appelant de toute la force de mes désirs l'idéal objet d'une flamme future. Je l'embrassais dans les vents, je croyais l'entendre dans les gémissements du fleuve. Tout était ce fantôme imaginaire, et les astres dans les cieux, et le principe même de vie dans l'univers. Les hommes qui ont vieilli dans le désordre pensent que quand l'or sera venu, ils pourront facilement renvoyer de jeunes grâces à leur destinée, comme on renvoie des esclaves. C'est une erreur. On ne se dégage pas à volonté des songes. On se débat douloureusement contre un chaos où le ciel et l'enfer, la haine et l'amour se mêlent dans une confusion effroyable. Vieux voyageur alors, assis sur la borne du chemin, Rancé eût compté les étoiles en ne se fiant à aucune, attendant l'aurore qui ne lui eût apporté que l'ennui du cœur et la difformité des jours. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de possible, car les chimères d'une existence active sont aussi démontrées que les chimères d'une existence désoccupée. Si le ciel eût émis au bras de Rancé les fantômes de sa jeunesse, il se fût tôt fatigué de marcher avec des larves. Et pour la lecture, j'ai choisi un morceau qui peut paraître inattendu, car il n'est tiré ni des Mémoires de Trutombe, ni d'Atala, ni de René, mais d'une lettre d'Augustine à la comtesse Merlin. Augustine nous a conservé une réplique orale de Chateaubriand qui me paraît excellente et formidable. Et voici donc ce morceau, tiré d'une lettre d'Augustine du 25 novembre 1847. L'autre jour, chez Madame Récamier, j'ai assisté à une petite scène amusante. Une Madame Didier, femme de l'auteur de Rome souterraine, et plus jacobine que lui, vantait les hommes de la terreur à la façon de M. de Lamartine. Le duc de Noailles, M. Charles Briffaut et moi, nous défendions la vérité de notre mieux. Mais voilà que tout d'un coup, M. de Chateaubriand, qui n'a pas parlé depuis 3 mois, se lève sur sa main, car les jambes lui manquent, et retombant dans son fauteuil, il s'écrie d'une voix qu'on ne lui connaissait plus. On s'amuse aujourd'hui à grandir les hommes de la montagne, mais il faut pour les juger les avoir vus de près, comme je les ai vus. Il faut savoir quelles étaient leurs turpitudes, leur infamie et leurs burlesques paroles. Enfin, ces héros d'aujourd'hui étaient de la canaille, rien de plus. Silence profond. La jacobine s'est levée, et nous avons ri de bon cœur.
En traçant ces derniers mots, ce 16 novembre 1841, ma fenêtre, qui donne à l'ouest sur les jardins des missions étrangères, est ouverte. Il est 6 heures du matin. J'aperçois la lune pâle et élargie. Elle s'abaisse sur la flèche des Invalides, à peine révélée par le premier rayon doré de l'Orient. On dirait que l'ancien monde finit et que le nouveau commence. Je vois les reflets d'une aurore dont je ne verrai pas se lever le soleil. Il ne me reste qu'à m'asseoir au bord de ma fosse, après quoi je descendrai hardiment, le crucifix à la main, dans l'éternité.